Déjà, je remercie énormément le matin de leur intérêt, ou de l'intérêt qu'ils présentent euh, vis-à-vis de la Fenelec et du secteur de l'électricité d'une manière générale. Et donc, là, on était candidat unique avec Sinus LMI Maroni. Et c'est pas parce qu'on était candidat unique qu'on n'a pas dialogué avec les différents adhérents ou les différentes associations du secteur. Bien au contraire, et nous sommes 5 associations au niveau de la Fenelec. L'association des fabricants, des installateurs, des distributeurs, l'association des énergies renouvelables et l'association de l'électronique. Et donc on a tenu 5 réunions différentes avec les 5 associations, de manière à leur expliquer le contenu de notre programme, mais aussi les écouter par rapport à leurs attentes. C'était un exercice qui était extrêmement intéressant, parce que ce qu'on arrive à transmettre à travers le non-verbal est des fois beaucoup plus puissant que ce qu'on arrive à transmettre avec un simple écrit. Donc il y a des choses comme l'énergie, comme la passion, comme l'ambition, on ne peut l'avoir qu'à travers un non-verbal. Donc pour nous, c'était extrêmement important de pouvoir le faire. On l'a fait, c'était très intéressant. Que c'est la première fois aussi, et c'est statutaire, que c'est un binôme qui se présente à cette élection. Donc on s'est présenté avec Ali Maroni, qui aussi a une grande expérience professionnelle, mais aussi dans le monde associatif. Donc, comme j'expliquais, c'était la première fois qu'on se présentait, on était binôme unique, mais on sait quand même, on a pris le temps d'aller écouter les adhérents et c'était extrêmement instructif. Et d'ailleurs, une des demandes que les membres nous ont faites, et c'était quasiment unanime et transverse sur l'ensemble des 5 associations, c'était la communication, que la Fenelec communique davantage. Nous sommes une fédération qui est extrêmement... c'est-à-dire qui présente, les chiffres sont là pour traduire la grandeur du secteur. Les chiffres, ça c'est des chiffres qu'il faut prendre avec un peu de recul bien sûr. Et nous allons mandater une étude pour avoir des chiffres qui sont exacts. Mais nous estimons, ça c'est plutôt une sorte d'appréciation, une sorte d'estimation. Nous estimons le chiffre d'affaires généré par l'ensemble des adhérents de la Fenelec à quelque chose comme 50 milliards de dirhams. 50 milliards de dirhams. Alors il faut aussi relativiser ce chiffre. Il faut le relativiser en mettant devant la valeur ajoutée du secteur et pas forcément que le chiffre d'affaires. La valeur ajoutée traduit aussi la bonne santé du secteur, d'une manière générale. Mais bon, s'il y a un chiffre à retenir, 50 milliards, et comme j'ai expliqué, on va mandater des études pour sortir à ces 2 chiffres, nous permettant de clairement modéliser et comprendre les opportunités, les difficultés du secteur, etc. Nous sommes aussi 700 adhérents, sachant que le secteur compte beaucoup plus d'acteurs que les 700 adhérents. Un de nos objectifs, c'est d'écouter déjà les 700, qui sont déjà membres avec nous, les rendre un peu plus actifs, mais aussi aller chercher d'autres acteurs qui sont aujourd'hui, qui ne connaissaient pas forcément la Fenelec, ou là qui ne savent pas exactement ce que fait la Fenelec, à l'endroit des donneurs d'ordre et des autorités et des services publics d'une manière générale. Voilà, quelques chiffres pour la Fenelec, et ce mandat, c'est un mandat de 3 ans. Notre slogan, c'est œuvrant, c'est un verbe qui est dans le pluriel, ensemble. C'est pas que le président. Le président, il est là pour animer. À vrai dire, c'est ça, c'est pas autre chose. Le président, il est là que pour animer. La force, c'est l'implication de l'ensemble des adhérents. Nous sommes 700 membres, pas tous actifs. Ceux qui sont actifs, ils sont en nombre d'une 50aine, pas plus. Et je suis généreux, on va dire 50. Pourquoi? C'est un des axes pour nous de travail, c'est de comprendre pourquoi aujourd'hui les adhérents ne s'intéressent pas forcément à ce que fait la Fenelec. C'est vrai, c'est pas vrai. Et donc c'est à nous aujourd'hui, c'est à nous d'aller vers ces adhérents, un à un, essayer de comprendre pourquoi ils ne sont pas là, et essayer aussi de leur vendre aussi la puissance du travail associatif. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un secteur qui regorge d'opportunités. Et nous avons cette obligation de le faire. Une des raisons
À vrai dire, il faut voir aussi la réalité en face. Des fois, la réalité, elle est amère et on essaye de la cacher ou de ne pas la voir forcément. La réalité, c'est que nous sortons d'un conflit professionnel entre les adhérents, où il y avait cette scission avec la FEMADEL, qui a fait que pendant 6 ans, le secteur, les acteurs du secteur se sont surveillés et se sont regardés, au lieu de regarder les opportunités ou les difficultés en face. Ça, c'est une réalité. Et donc, pendant 6 ans, on a perdu un peu de temps. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. Et là, je tiens à rendre hommage au past président Serid Asqat, qui est président aussi, ou qui est directeur général du groupe Ingelec, qui a fait un travail remarquable. C'est une personne qui est extrêmement généreuse dans son travail. C'est une force tranquille. Et c'est grâce d'ailleurs à son travail et à celui de mon père Larhman qu'il y a eu une réunification de la fédération. Et donc il avait comme un travail qui était très compliqué et très, très subtil à faire. C'était d'amener les membres des 2 fédérations qui ont constitué une seule fédération, qui est la FENELEC, à cohabiter entre eux et à travailler ensemble. Chose qu'il a réussi à le faire. Et la preuve pour ça, c'est les chiffres du nombre des membres qui sont aujourd'hui actifs, qui est supérieur à il y a 2 ou 3 ans. Donc c'est-à-dire que les gens s'intéressent de plus en plus à la FENELEC et on tient vraiment à lui rendre hommage. Maintenant, nous sommes dans une deuxième phase. Donc on est sorti d'une phase on va dire, de réunification. Aujourd'hui, il y a des chantiers qui sont là. Quand je parle de chantier, comme vous le savez, aujourd'hui, le Maroc a opté pour une forme de préférence nationale. Il y a un décret de loi de la part de monsieur le Premier ministre, le chef de gouvernement, qui, aujourd'hui, donne la préférence aux entreprises nationales à hauteur de 15%. C'est-à-dire l'entreprise marocaine, quand il y a 2 produits, un étranger et un autre produit marocain, le produit marocain est avantagé sur le prix de 15%. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important au-delà des 15%. Elle est importante pourquoi? Parce que ça veut dire que le Maroc, aujourd'hui, fait confiance à son industrie. C'était pas le cas il y a une dizaine ou vingtaine d'années. Et donc c'est une marque de confiance. Quand vous avez un Premier ministre qui vous dit « Nous souhaitons aujourd'hui que le produit marocain prenne toute sa place dans l'économie marocaine, ou là chez le consommateur », c'est qu'avant tout, c'est une preuve de confiance pour le produit marocain. Il n'aurait pas eu confiance par rapport au produit, on ne l'aurait jamais fait. Donc c'est-à-dire que nous avons atteint un niveau de standard minimal, acceptable. Justement, donc, en parlant de préférence nationale, quel est l'enjeu pour la fédération? Alors, au niveau de la fédération, il y a l'association des fabricants. Cette association est une des associations les plus fortes. Pourquoi? Parce qu'elle englobe des fabricants qui ont accompagné l'électrification du pays. Comme vous le savez, durant fin des années 80, 90 et 2000, il y a eu ce qu'on appelle le programme PERC, Programme Électrification Rurale Générale, où il fallait électrifier l'ensemble des régions du Maroc, et c'est pratiquement fait. Nous sommes un des rares pays en Afrique où l'électrification touche pratiquement 100% des habitants. En Afrique, ce n'est pas le cas. En parenthèse, en Afrique, pratiquement, il y a 4 personnes sur 5 qui ne sont pas électrifiées. On en parlera plus tard quand on viendra au chapitre de l'export. Et donc ces entreprises aujourd'hui qui ont accompagné ce programme PERG, donc aujourd'hui nous avons des entreprises qui fabriquent du câble, du transfo, des isolateurs, etc., des poteaux, etc. C'est quand même une fédération qui a pu se construire autour du PERG, mais pas qu'autour du PERG. Il y a aujourd'hui d'autres fabricants. Moi j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes au niveau du ministère de l'Industrie, du Commerce, du numérique et de l'énergie, de l'économie verte. Ils nous ont clairement expliqué par des mots blarabia, comment on dit, que aujourd'hui cette opportunité qu'offre le ministère, c'est pas demain qu'on aura une deuxième opportunité du même type. C'est énorme, il faut la saisir. Mais expliquez ça à vos adhérents. Ceux qui ont la capacité de fabriquer quelque chose, qu'ils le fassent tout de suite. Parce que, on va vous encourager à travers les 15%. 2, on va vous mettre la barrière à l'entrée en termes de droits de douane. 3, nous sommes prêts à vous accompagner chez les donneurs d'ordre pour que vos produits soient acceptés.
Parce qu'il faut dire une chose. C'est pas parce que vous fabriquez aujourd'hui un produit, vous partez chez l'ONE, il va vous l'accepter. L'ONE, à titre d'exemple, il va vous dire non, on a besoin de certificats, on a besoin de tests, on a besoin de références. Eh bien aujourd'hui, vous avez le ministère qui va vous accompagner dans toutes ces démarches jusqu'à ce que vous ayez votre accréditation et jusqu'à ce que vous ayez votre approbation pour pouvoir vendre à l'ONE. Et donc, et j'insiste dessus, c'est un signal fort qui nous est donné par le ministère. C'est pas pour caresser le gouvernement dans le sens du poil. Moi, on n'est pas dans la politique. Mais il faut qu'on sache se faire confiance mutuellement. C'est le contexte aussi. Franchement, le contexte. Qu'est-ce que le pays pouvait faire plus que ce qu'il n'a fait jusqu'à maintenant? Franchement, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Nous sommes un pays aujourd'hui avec une économie qui est ce qu'il est. On n'a pas aujourd'hui des richesses démesurées. On gère un budget. D'ailleurs, le projet de loi de finances, il est voté, mais difficilement chaque année parce qu'il faut faire des arbitrages. Et donc, moi j'estime que ce qui a été fait à l'endroit de l'entreprise, parce que moi je parle de l'entreprise, je ne représente que une partie du secteur électrique, l'entreprise. Ce qui a été fait est énorme. Prise en charge d'une partie avec le fonds Covid des 2000 dirhams pendant pratiquement 4 mois. Prise en charge d'une partie de la CNSS. Donc, comme vous le savez, quand vous êtes en perte de business, il faut baisser les charges. Une partie des charges, ce sont les salaires. Donc, vous avez le gouvernement qui vous prend en charge une partie des salaires. Et qui vous dit, écoutez, on sait que cette pandémie va vous donner un coup, ou là, vous a donné un coup, et la relance va être difficile. On vous donne aujourd'hui des crédits pour vous reprendre. Des crédits qui sont baqués par la CCG, l'aval CCG. C'est quand même important. Surtout en temps de crise. Donc moi j'estime. Et en plus de ça, le ministère vous dit aujourd'hui, écoutez, vous voulez produire? Allez-y, on vous soutient complètement. Donc c'est quand même, il faut qu'on apprenne aujourd'hui à se faire confiance et à dire, on est rassuré. On est rassuré par rapport à l'avenir de ce pays. Nous sommes très, moi personnellement, en tant qu'acteur dans le secteur électrique, moi je suis extrêmement rassuré. Quant à la volonté du gouvernement actuel, bien sûr, sous le haut patronage de Sa Majesté, de mettre l'industrie au centre aussi du développement économique du pays. Il faut qu'on sache aujourd'hui, quand ça marche, il faut le dire. Et donc moi, franchement, vous m'offrez l'occasion aujourd'hui, et je vais en profiter pour le dire, il faudrait aujourd'hui que l'entreprise marocaine s'industrialise. Il faudrait que l'entreprise marocaine fasse de la recherche et développement. Il faudrait que l'entreprise marocaine fasse de l'innovation un levier de croissance. Est-ce que vous savez, moi, je vais partager avec vous quelque chose que je viens de lire il n'y a pas longtemps. Quand est-ce que le réfrigérateur a été créé? En 1929. À la suite de quoi? À la suite de la crise du 24 octobre au niveau des États-Unis. Pourquoi? Parce que tout simplement, Roosevelt, il faut absolument qu'on fasse de l'innovation un levier de croissance. Donc il y a un génie de la part de General Electric. Jacques dit voilà, les gens ils vont acheter, ils achètent de quoi manger, mais il faudrait qu'ils puissent le préserver pendant assez longtemps. Il a pensé au réfrigérateur, il a lancé le réfrigérateur. Une petite idée aujourd'hui, il faut innover. L'innovation est quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire, on ne va pas juste industrialiser. Dans un premier temps, on va le faire, on va industrialiser. Dans un deuxième temps, il faut absolument faire de l'innovation un vecteur, un levier de croissance. C'est extrêmement important. C'est ce qui explique votre contribution à la fabrication du respirateur Made in Morocco, j'imagine? Alors, effectivement, on a été sollicité pour la fabrication de produits qui peuvent servir à dépasser cette situation compliquée du Covid. Et nous avons pensé à réaliser un respirateur. Et le Maroc peut faire beaucoup plus que ça. Ce qui nous manque, et ce n'est pas fortuit que j'insiste sur ce mot, c'est le mot confiance. Il faut qu'on se fasse confiance. Alors nous sommes capables de faire de très belles choses. Et nous avons, nous, l'expérience, nous, en tant que centrale et pas en tant que fédération.
mais nous sommes aussi membres de la fédération, donc je parle aussi au nom de la fédération. Nous avons fabriqué plusieurs produits. Il y a des produits qui ont très bien marché, mais d'autres qui n'ont pas du tout marché. Parce que le Made in Morocco souffre aujourd'hui d'un déficit d'image de marque. On a par exemple fabriqué des produits qui servent au démarrage des pompes de l'agriculture. Ça n'a pas marché. Parce que tout simplement, il a deux produits. Il a le produit d'étranger qui est de bonne qualité, il a le produit marocain qui est moins cher, mais de qualité moindre. Et donc, il va vers le produit qui est de meilleure qualité. Donc, quand nous, on a fait une erreur de communication, on a énormément communiqué sur le fait que ce soit marocain. Et donc, pour lui, l'agriculteur, il s'est dit, ah, c'est marocain, donc c'est deuxième catégorie. C'est là. Alors qu'on a développé d'autres produits à l'endroit de l'industrie, qui ont plutôt des référentiels normiques pour juger de la conformité ou pas d'un produit, et on passait très largement. Le Maroc, aujourd'hui, souffre de cette déficit d'image. Nous, les Marocains, on ne se fait pas confiance. On ne se fait pas confiance. Il faut commencer. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'a jamais fabriqué de respirateur, le premier respirateur qu'il va fabriquer, est-ce qu'il présentera quelques écarts de qualité? Mais bien sûr que oui. La question ne se pose pas là. La question, c'est qu'est-ce que met en place l'entreprise marocaine pour réduire au maximum la phase de maturité du produit pour arriver avec un produit qui est mature sur le marché. Donc, la confiance est importante. Et aujourd'hui, le signal, il est donné par les pouvoirs publics. Faisons une partie de notre devoir, sortant sur le marché des produits, améliorons ces produits, communiquons ensemble sur la qualité de nos produits, parce que ces mêmes produits qui vont nous servir à faire du business au Maroc et aussi à faire du business en Afrique. C'est très important. Donc, c'est bien l'Afrique, il faut aller en Afrique, parce que c'est notre continent. Mais nos produits, s'ils sont bons, ils ne vont pas servir qu'en Afrique, ils vont servir en Afrique, mais ils vont aussi servir à l'Europe. Vous avez certainement suivi ce que fait Moulay Ahmed Al-Alami concernant la promotion des produits décarbonés. C'est-à-dire que les produits aujourd'hui en Europe, pour qu'ils puissent rentrer en Europe, il y a une loi qui est en train d'être concoctée en Europe, qui dit que chaque produit qui rentre sur le territoire européen doit être fabriqué en partie par de l'énergie propre. Donc si vous avez un pays qui n'a pas d'énergie propre, l'énergie par le charbon, ou là par le fioul, ou là par le pétrole d'une manière générale, votre produit ne sera pas accepté en Europe. D'accord ? Nous avons aujourd'hui comme vision stratégique d'ici 2030 à produire 50% de la consommation marocaine par de l'énergie qui est propre. Donc une partie de cette énergie, en 2020, elle est réservée à l'automobile pour permettre aux produits, à l'automobile marocaine de s'exporter en Europe. Ça, c'est des opportunités. C'est comment transformer la menace en opportunité. Certains vont voir la menace comme étant, il y a des taxes, comme on appelle des taxes, des barrières non tarifaires. Oui, mais nous, étant donné qu'on a, alhamdoulilah, et on a le aussi, nous avons cette capacité de produire des produits décarbonés. C'est quand même très important, et je finirai par rapport à ce décarboné sur un point important. Quand on parle de produits décarbonés, ce n'est pas juste comment vous fabriquez, mais aussi comment vous le transportez jusqu'en Europe. Les produits qui viennent de Chine, je vous laisse imaginer le taux de la taxe carbone relatif au transport depuis la Chine jusqu'en Europe. Donc nous avons cet avantage. Ça, c'est une preuve réelle qu'il y a dans notre secteur des opportunités qui sont énormes. À nous, en tant qu'entreprise, de les saisir. À nous, aujourd'hui, de dire comment je peux faire différemment, comment je peux travailler différemment, où est-ce qu'il y a des opportunités aujourd'hui pour aller les saisir. Et je peux vous assurer qu'avec cette histoire du Covid, qu'avec la préférence nationale, avec le produit décarboné, avec le plan d'accélération industrielle, on peut tous avoir de quoi travailler pendant des années. Mais à nous aujourd'hui de faire aussi une partie de notre travail pour nous reposer. Vous savez, c'est le plus difficile dans une entreprise. C'est que le patron change de mentalité et change son prisme de vue. Ça nous oblige à être agile dans nos mentalités, à adapter l'entreprise aux enjeux du monde. Et à faire un jeu de crâne. Où est-ce qu'il y a les opportunités? Où est-ce qu'il y a les menaces? Quelles sont mes forces? Et comment je peux, à travers mes forces, aller chercher ces opportunités? Et les opportunités, il y en a énormément. Sa Majesté a été en Afrique. Moi, j'ai aussi eu la chance de partir en Afrique.
mais j'ai pas eu le courage qu'il a eu, Sa Majesté. C'est-à-dire que moi, quand je pars en Afrique, c'est 2-3 jours, je reviens. Sa Majesté, il a été pendant 2 ou 3 semaines. C'était incroyable. Il a été dans des pays. Wallah, ma subhanahu wa ta'ala. C'est pour vous dire, Zama, le courage qu'il a. Alors l'Afrique, c'est un continent compliqué, mais il a quand même montré le chemin. Nos banques sont en Afrique, nos assurances ils sont en Afrique, la logistique elle a été développée en Afrique. Et il y a certains grands donneurs d'ordre dans le BTP qui ont été en Afrique, les Doha, les Alliances, etc. Nous devons aussi choisir ce chemin. Mais il ne faut pas que ce soit exclusif à l'Afrique. Nous, notre secteur aujourd'hui a la capacité d'aller travailler en Europe. Et que nous avons aujourd'hui, nous sommes sous-traitants de plusieurs boîtes européennes. Eh bien, nous devons tout faire de manière à ce que nos entreprises regardent vers le sud de l'Afrique, mais regardent aussi vers le nord, et regardent aussi vers l'est, vers le pays du Golfe. Nous avons cette capacité. Et je ne le dirai pas assez. Rare sont peut-être les gouvernements qui donnent autant que ce que donne aujourd'hui le gouvernement marocain. Et je n'ai jamais été contacté par un officiel marocain pour dire ce que je suis en train de dire. Je suis intimement convaincu de ce que je suis en train de dire, de par les ressources qu'a le pays aujourd'hui. Moi, je trouve que le lot qui est réservé à l'industrie marocaine devrait encourager l'ensemble des industriels à s'investir davantage en tant qu'industriel. Et vous, en tant que président justement de la FENADEC, est-ce que vous ressentez cette volonté de changer au niveau ne serait-ce que des adhérents de la FENADEC? Sans langue de bois, il y a un certain marasme. Mais ce marasme est témoin, pas forcément de difficultés économiques, témoin en plus des difficultés économiques, parce qu'au Maroc, on a la chance d'avoir un très beau pays, où il fait beau pendant pratiquement 50 semaines de l'année. Et donc l'ensemble des intervenants européens sont présents au Maroc, et européens ou l'Amérique. Donc il y a une très très forte densité de concurrence par rapport à un marché qui reste petit. Le marché marocain reste petit. Il ne faut pas croire que le Maroc est à l'image de Casablanca. Casablanca, il suffit de sortir, à partir vers kilomètre 14 et vous allez comprendre ce que c'est le Maroc. Mais ça reste quand même un petit pays, en termes de population, etc. Et aujourd'hui, le patron marocain doit se dire qu'est-ce que je dois faire différemment. Il ne doit plus attendre les autres. Il doit saisir son occasion. Saisir l'occasion pour faire les choses autrement. Je le dis, je le répète, dans notre secteur, si vous faites un sondage, l'ensemble, pas l'ensemble, une bonne majorité des acteurs vont vous dire que la situation est très difficile. Maintenant, à nous de faire une analyse, on va dire, la plus objective possible, avec des chiffres, aller chercher des opportunités, comme j'ai parlé de produits décarbonés, j'ai parlé du renouvelable, la digitalisation, qui est un secteur qui aujourd'hui... moi je cours depuis... Je fais beaucoup de courses à pied. Je courais d'une manière non scientifique. Et je courais. Aujourd'hui, je cours avec une montre qui me donne le détail de comment j'ai couru, est-ce que j'étais bon, j'ai pas été bon, le nombre de foulées, la pulsation cardiaque, etc. La digitalisation est partout. Elle est absolument partout. Et elle va rentrer en industrie. Maintenant, la question, est-ce que c'est les entreprises marocaines qui vont digitaliser le pays, ou là, c'est des entreprises étrangères qui vont le faire? Il y a un enjeu. Il faut que l'entreprise marocaine se mette au goût de la digitalisation. C'est extrêmement important. Parce que ça va se faire, un jour ou l'autre. Les opportunités existent. On parle de l'export, le marché est quasiment vierge. À nous d'aller saisir ces opportunités. Donc je dis oui, il y a aujourd'hui une très forte densité dans le secteur de concurrents qui font que les prix sont bas, qui font que aujourd'hui l'entreprise doit toujours se réinventer pour prendre toujours des marchés avec des prix qui ont tendance à baisser et avec des exigences qui ont tendance à augmenter. Donc ça met une pression énorme sur les entreprises. Mais en même temps, ça devrait interpeller l'ensemble de nos membres pour dire finalement, est-ce que je ne dois pas rénover mon positionnement et aller chercher des secteurs
des segments de marché où il y a aujourd'hui plus de marge, où il y a plus d'avenir. L'efficacité énergétique, c'est un des axes et une des opportunités pour le secteur électrique. De mémoire, il me semble que la facture énergétique au Maroc est payée à 91% par des devises. C'est-à-dire qu'il n'y a que pour l'instant que 9% de l'électricité qui est produite par du renouvelable, par des énergies qui sont locales. Et donc, la première des choses, avant de penser à tout ce qui est renouvelable, il faudrait déjà penser à l'efficacité énergétique, ne pas consommer déjà certaines énergies. Et là, il y a énormément de choses à faire. C'est un secteur qui est, encore une fois, qui représente des potentialités énormes, où l'État doit jouer son rôle. Je m'explique. Aujourd'hui, l'État, et je pense que c'est déjà le cas, avant d'octroyer n'importe quelle subvention, laquelle aide à l'entreprise, il doit forcément exiger une forme d'audit énergétique au préalable pour s'assurer que le contexte est favorable. Parce que quand il y a la force de la loi, on crée tout de suite un business qui est énorme. Je peux par moi-même décider, je prends un exemple tout simple, de faire le tour en tant qu'entreprise marocaine, de faire le tour de l'industrie pour dire écoutez, vous utilisez des lampes qui sont conventionnelles, ça vous coûte très très cher. Moi je peux venir vous mettre des lampes à LED, ça vous allez consommer 5 fois moins. Et ça vous permet de gagner telle et telle chose avec un retour d'investissement, etc. Je vais en convaincre certains, mais pas tous. Mais si ça a la force de loi, ça permet tout de suite de donner un boost. C'est-à-dire que les entreprises, ils ont par exemple 2 ou 3 ans pour changer l'ensemble de leurs lampes. Ça vous fait tout de suite un potentiel énorme de business. Je sais pas, je pense que oui, au Maroc, il y a 1,3, je finirai avec ce chiffre, il y a 1,3 dans l'éclairage public. L'éclairage public, c'est la première dépense des communes. 1,3 million de points lumineux conventionnels. Alors que le conventionnel consomme 5 fois plus que le LED. Donc ça doit interpeller. Où est-ce qu'il y a quelle est l'opportunité? C'est que, quel est le frein à l'investissement? Ou quel est le frein au changement? C'est tout simplement l'investissement. La commune n'a pas de quoi investir. Mais aujourd'hui, il faut peut-être aller chercher des partenariats publics-privés, où vous avez un privé qui vient, qui prend en charge le changement de ces lampes, avec aussi une forme de rétribution qui peut s'étaler sur 3 ou 4 ans, où l'entreprise gagne sa vie, mais aussi la commune, au bout de 3 ou 4 ans, elle va récupérer l'installation qui est à elle, où elle ne consomme que 20% de ce qu'elle consomme habituellement. Et vous pensez qu'avec ces efforts, on pourra atteindre l'objectif que se fixe le Maroc, justement, de réduire la consommation énergétique à 17% d'ici 2030 moi, pour le secteur industriel? Alors, ça serait un exercice d'improvisation très fort pour vous dire aujourd'hui comment on a abouti vers les 17%. Mais je peux vous dire qu'effectivement, il y a énormément de choses moi, je vous ai donné l'exemple de l'éclairage, mais il y a d'autres exemples. Aujourd'hui, ne serait-ce qu'une pompe. Une pompe, vous pouvez aujourd'hui la faire fonctionner à un point optimal et vous gagnez pratiquement la moitié de son énergie. Une pompe normale qui tourne à un certain rendement, vous lui mettez un variateur de vitesse et vous allez chercher un point optimal qui est meilleur que son point de fonctionnement et vous allez économiser jusqu'à la moitié de son énergie. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle la consommation du réactif. Dans n'importe quelle installation, vous avez une consommation du réactif qui est produite là où est produite l'énergie, qui est transportée jusqu'à son lieu de consommation. L'idée, c'est de se dire pourquoi pas produire l'énergie réactive localement dans chaque entreprise et elle met ses batteries et l'énergie réactive n'est plus transportée. La digitalisation, avant de dire nous on veut, par exemple, je parle de centrale, on veut par exemple baisser de 10%, il faudrait déjà qu'on comprenne comment on consomme. D'où l'importance d'avoir de la digitalisation. On digitalise pour dire ah voilà ce que nous consommons, pour dire ah oui ce que je consomme c'est pas. Vous avez tous des chauffe-eau à la maison.
à quoi servirait aujourd'hui d'aller chauffer l'eau à un moment dont vous n'avez pas besoin de cette eau? Maintenant, j'ai un chauffe-eau à la maison et j'ai aussi de l'énergie solaire. Ce que je fais, c'est que je programme mon chauffe-eau de manière à ce qu'il soit alimenté par l'énergie solaire et pas par le secteur électrique. Je sais que par exemple, entre 11 heures et 15 heures, c'est là où il y a le plus de consommables solaires, combustibles solaires. Eh bien, il faut programmer que le chauffe-eau soit alimenté pendant cette plage horaire. Maintenant, il y a énormément de choses aujourd'hui. L'efficacité énergétique, c'est tout un chapitre. Et vous, au niveau de la FENELEC, vous avez un programme dans ce sens auprès des On a une ambition. On a une ambition. C'est un axe de travail. Nous comptons aujourd'hui nous approcher du ministère de l'Industrie et du Commerce, et plus précisément de l'AME, l'Agence marocaine d'efficacité énergétique, c'est M. Moulin, pour qu'il y ait plus de communication entre leur agence et comment OMA qui voit les choses, et comment ça peut être mis en œuvre. Parce que c'est très bien d'avoir des idées, d'avoir des ambitions. Ces ambitions ne peuvent être mises en œuvre que par les entreprises marocaines. Et ces mêmes entreprises marocaines, leur rôle, ce n'est pas que de mettre en œuvre. Leur rôle aussi, c'est de proposer aussi des actions qui sont concrètes, qui vont dans le sens des 17% que vous avez cités. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes 700 entreprises dans notre fédération, et dans ces 700 entreprises, il y a énormément d'entreprises qui ont des partenariats avec des entreprises étrangères, européennes, américaines, qui ont déjà des expériences dans ce domaine de l'efficacité énergétique, qui sont à jour aussi des dernières technologies. Et donc l'idée aussi, c'est qu'à travers ces partenariats, que le Maroc puisse profiter de ces exemples de réussite en Europe et aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites de par ailleurs. On ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Il faut être intelligent pour gagner du temps. C'est question de gain de temps. Pour gagner le temps, il faudrait aujourd'hui comprendre comment ils ont fait et comment on fait ailleurs. Quel est l'arsenal juridique qui permet d'encadrer tout ça, et aussi informer et préparer l'entreprise marocaine pour qu'elle aille chercher cette opportunité de croissance, parce que ça fait moins de devises, de sortie de devises pour le pays, mais ça fait aussi un bon volume de travail pour l'entreprise marocaine, au Maroc, mais aussi à l'étranger. Dernière chose, en Europe, nous avons de moins en moins, leurs jeunes, ils veulent plutôt s'orienter vers la finance et vers le web que vers des sujets comme la technique et l'ingénierie. Et donc, nous, on avait fait une étude il y a 10 ans de cela. Et les chiffres ont certainement évolué dans le bon sens, pour le sens que souhaite le Maroc. Le besoin en ingénierie en Europe explose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont chercher des ingénieurs pour mettre en service des installations électriques, ils ne vont pas trouver. Et donc, nous devons aujourd'hui saisir cette opportunité pour que l'export pour les entreprises ne se fasse plus que vers l'Afrique, qu'il se fasse aussi vers l'Europe, là où il y a un grand besoin. Je rappelle, la France, c'est le PIB de toute l'Afrique. S'il y a une certitude, c'est que l'énergie solaire a tout son avenir au Maroc. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, à l'instant où on se parle, il y a des contrats qui sont conclus pour l'achat d'énergie renouvelable solaire à pratiquement 10 centimes de dirham. 10 fois moins cher que ce que facture aujourd'hui la ONU. Le problème aujourd'hui du solaire, c'est l'intermittence. Vous avez le soleil pendant un tiers de la journée, les 2 tiers, vous êtes sans soleil. Donc le problème, c'est qu'il faut le stocker. Il faut trouver une autre manière pour produire l'énergie pendant le créneau, les 2 tiers de la journée où il ne fait pas soleil. Et maintenant, si on investit pour produire de l'énergie pendant ces 2 créneaux horaires, les 2 tiers de la journée, eh bien ce même investissement pourra servir pour produire pendant le tiers où il fait beau. Donc c'est pour cela que c'est compliqué. Le secteur énergétique est un secteur qui est très compliqué. Il y a besoin de beaucoup de régulation. L'ANRE, avec Sevarda, je pense qu'ils vont faire un excellent travail. C'est nécessaire aujourd'hui d'avoir mis en place cette agence nationale de régulation de l'électricité. Mais c'est un sujet quand même qui reste très très complexe parce qu'il y a énormément d'intervenants. Vous avez aujourd'hui un investissement public qui est là.
à travers les ONOIN, à travers les derniers investissements de Mazen. Il y a aussi une opportunité, c'est qu'il faut que l'industrie profite de ce coût du solaire qui est extrêmement avantageux. Nous, de notre côté, en tant que fédération, il est important pour nous de comprendre cet écosystème. Mais nous est aussi important pour défendre les intérêts de l'entreprise dans le secteur de l'électricité. Moi, si j'ai été élu, ce n'est pas pour comprendre telle ou telle partie. Moi, si j'ai été élu par les adhérents, ou par les membres de la FENELEC, c'est pour, aujourd'hui, dès qu'il y a une opportunité, c'est de la saisir. Nous, on dit qu'il y a une opportunité à saisir dans le solaire, il faudrait aujourd'hui que la loi change de manière à rendre attractif davantage le soleil pour les industriels. Il y a eu le communiqué de proposition de loi du ministère de l'Énergie et des Mines. C'est une première, c'est en train d'encadrer un secteur du renouvelable. C'est certainement pas, ça répond certainement pas à toutes les attentes de l'entreprise marocaine qui souhaite aujourd'hui, qui voit le potentiel en face. Mais ça reste quand même une première monture, c'est un premier travail, c'est un premier jet. Et ça donne en tout cas un cadre, ça met en place un cadre qui sera amené à évoluer. Et nous, notre rôle en tant que fédération, c'est de faire notre partie du travail en faisant des études et en partant voir les officiels pour dire, écoutez monsieur, si vous faites évoluer la loi de cette manière, voilà ce que vous allez produire comme richesse au pays. Et ça, au lieu que ça soit juste un discours, au lieu des volontés, il faut que ça soit traduit par des chiffres. Il faut que ça soit traduit par des choses qui sont factuelles. En disant, monsieur, oui, effectivement, vous allez peut-être perdre tant de ce côté, mais en faisant le pas, vous allez peut-être gagner beaucoup plus. Et ça, c'est notre rôle en tant que fédération, de jouer ce rôle d'influenceur, mais d'influenceur technocrate, avec des choses qui sont factuelles, avec des chiffres, avec des données, avec aussi des projections qui doivent être le plus réelles possible. Et en faisant cet exercice, moi je peux vous assurer des choses, les pouvoirs publics n'ont qu'une seule envie, c'est de voir un secteur privé qui est actif. C'est la volonté de Sa Majesté, l'instant, qui est déclinée par les ministères. Et franchement, moi je pense que nous sommes nés sur la bonne étoile. Mais ça peut paraître contradictoire avec le Covid, etc. Mais le Covid, ça va passer. Mais préparons l'après-Covid. Et nous devons être convaincus qu'il n'y aura peut-être pas j'espère du moins qu'il n'y aura pas un Covid de sitôt, mais qu'en tout cas le Covid, ça a interpellé le pouvoir public pour dire que nous devons être le plus autonome possible. Et c'est pour ça qu'ils sont en train d'encourager l'industrie marocaine. Comme mot de la fin, qu'est-ce qu'il faut retenir? Moi, je pense que ce que je retiens en tout cas, c'est l'opportunité qui est offerte aux entreprises de notre secteur électrique et il faut aller la chercher, il faut aller la saisir. Il y a énormément d'opportunités. Maintenant, les opportunités, des fois, ils sont là, ils sont cachés. À nous d'aller les chercher. Franchement, j'imagine que FENELEC va accompagner les entreprises pour le faire, justement. La FENELEC, aujourd'hui, va faire ce qu'elle a à faire en tant que fédération pour mettre ces sujets sur la table. Parce que la FENELEC ne peut pas se situer aux entreprises. Le rôle de la FENELEC, entre autres, c'est d'exciter ou de susciter l'intérêt des patrons des différentes entreprises par rapport à certains sujets. Et aussi, leur laisser le temps de latence pour qu'ils réagissent. Parce que des fois, vous entendez un message, vous ne l'acceptez pas. Ça vous paraît absurde. Mais avec le temps, à force de l'entendre, un jour, vous allez être devant une opportunité et vous allez tout de suite vous rappeler ce qui a été dit et vous allez tout de suite aller la saisir. Parce que la chance, c'est quelque chose qui se prépare. Et donc, notre rôle aujourd'hui, c'est de travailler sur l'existant, c'est la préférence nationale, le Made in Morocco, l'export, la formation qui est très importante. On n'a pas parlé de la formation. C'est un secteur qui est très important parce que moi j'estime qu'aujourd'hui le cadre marocain n'est pas formé pour travailler en Afrique.
il est formé pour travailler en Europe ou le travailler au Maroc. Et nous devons absolument aujourd'hui intégrer la formation du Marocain dans son continent qui est l'Afrique, pour qu'on aille plus chercher, pour qu'on aille former des jeunes qui n'ont pas. Et donc l'idée c'est de vraiment former ces leaders marocains, jeunes marocains qui vont aller conquérir l'Afrique, c'est très important. Mais aussi d'accueillir des étudiants étrangers qui eux-mêmes seront ambassadeurs une fois formés au Maroc, des entreprises marocaines qui souhaitent s'exporter à l'étranger. Donc c'est très important. Communiquer, c'est très important. Communiquer aujourd'hui pour que, autour de nous, entre les adhérents, bien sûr, communication intra-entreprise, mais aussi avec notre environnement, de manière à ce qu'on ne se sente pas orphelin. Moi, je reste convaincu que notre secteur représente, c'est peut-être le secteur qui représente le plus d'opportunités. C'est le mot de la fin. C'est un secteur qui représente le plus d'opportunités.